en accueillant Annie Ernaux, qui est une habituée de ce séminaire. Elle est déjà venue il y a quelques années, je ne sais plus, c'était en 2009, donc ça fait 4 ans, lorsque le sujet du cours et du séminaire était « Écrire la vie ». Et en effet, c'est ce qu'elle a fait dans beaucoup de ses romans depuis longtemps, depuis 40 ans, je crois, à peu près, et dans des romans qui sont pour beaucoup autobiographiques. Du reste, Écrire la vie, c'est le titre que vous avez repris pour le volume Quarto, publié depuis, et qui a réuni un certain nombre de ses livres. C'était grâce à vous, d'ailleurs, que j'ai pris ce titre, c'est-à-dire que... Attendez, ça n'a pas l'air de... Ça ne marche pas? Ah, ça y est, ah, ça y est. Voilà, bon. Je disais que c'est après être intervenu dans ce séminaire Écrire la vie, que, ayant donné un titre au volume du Quarto, un titre général, ça m'a traversé, en oubliant d'ailleurs que je venais de vous prendre quelque chose en réalité. Et je vous ai écrit Mais oui, je vous ai écrit pour vous demander si j'avais le droit de reprendre ce titre-là que vous me disiez avoir trouvé chez Barthes. Oui, mais pourtant, j'ai bien cherché, je n'ai pas trouvé chez Barthes. Il n'était pas formulé exactement de cette manière. Barthes, c'était dans le cours sur la préparation du roman. Je l'ai lu en entier. Et vous ne l'avez pas retrouvé? Non, je n'ai pas retrouvé. Voilà, alors je l'ai inventé en croyant l'avoir emprunté. C'est encore mieux. C'est mieux. C'est encore mieux. En tout cas, je suis très heureux de vous recevoir une deuxième fois pour nous parler cette année de votre rapport à Proust, puisque le thème des interventions du séminaire, c'est celui-ci. Comment un certain nombre comment nos invités ont lu Proust et ce que Proust leur a apporté en ayant choisi un certain nombre d'amateurs qui ne sont pas des spécialistes. Et la dernière phrase de votre très beau livre, Les années, était une phrase très proustienne. Sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais. Il y avait quelque chose de proustien qui, là, m'a donné l'idée qu'il serait bon de vous avoir de nouveau. Eh bien, je vous remercie de m'inviter de nouveau dans votre séminaire, parler de ma relation à la recherche du temps perdu, du moins c'est comme ça que je l'ai compris. C'est une relation dont la publication il y a 1 an et demi de mon journal d'écriture, qui plutôt même est un journal de recherche d'écriture, a révélé l'importance, puisque je note à un moment d'ailleurs dans ce journal Ombre de Proust. Voilà. Et c'est le nombre de fois où dans ce journal je cite Proust m'a moi-même complètement stupéfaite. Aucun autre écrivain ni aucune autre œuvre n'y est mentionné autant que lui. Je ne crois pas que parmi les écrivains je sois une exception. La recherche du temps perdu, pour qui veut écrire ou écrit, me semble-t-il, est une œuvre, je dirais, enviable. C'est une entreprise enviable. D'abord, une seule œuvre immense qui contient toute une vie éclaircie, pour employer le terme du temps retrouvé, tout un monde traversé, des lieux fondateurs. Une œuvre où la vie et l'écriture ne finissent par ne plus faire qu'un. Il m'est arrivé de me poser souvent la question, est-ce qu'on peut écrire sans avoir lu Proust ? Bon, tout en mesurant que c'est une question peut-être un peu franco-française, ethnocentrique, mais je me demande si n'importe qui veut écrire n'a pas pensé, après avoir lu la recherche, que peut-être il marche vers ce livre qu'il écrira. Et même, c'était mon cas,
de me demander à quel âge Proust avait entrepris son œuvre, sa grande œuvre, puisqu'il a évidemment toujours écrit très jeune, mais quand il a commencé vraiment la recherche et à quel âge. Et je pense que c'est une œuvre, enfin, quand je parle en général, bien sûr, c'est toujours un petit peu de moi que je parle, c'est une œuvre qui oblige, qui fait penser à ceux qui écrivent, et même à ceux qui n'écrivent pas, qu'ils pourraient creuser et rassembler toute leur vie, en établir les correspondances et peut-être leur donner le remords de ne pas le faire. Alors, bien avant de vouloir écrire, et même avant de lire La recherche du temps perdu en entier, ce que je ne ferais qu'à 25 ans, j'ai rencontré Proust, je dirais presque par ouï-dire, une sorte de rumeur lointaine à laquelle m'avait rendu sensible une professeure de français qui, en 4e, nous a expliqué, peut-être dicté, je ne sais pas exactement, le passage de la madeleine trempée dans le thé et expliquer le phénomène de la réminiscence. C'était une vieille demoiselle, visiblement très admiratrice de Proust, puisqu'elle nous a proposé ensuite, c'était en 4e, et l'année suivante également, plusieurs devoirs de composition française concernant des expériences de mémoire, des souvenirs ravivés par une sensation. Alors, dans l'un d'eux que j'ai retrouvé, j'ai noté, je développe, entre guillemets, le singulier bouleversement en respirant le parfum d'une fleur. Et je termine, mais très platement et aussi très religieusement, « Heureuse faculté que possède l'homme, Dieu n'a pas voulu que nous vivions dans le présent comme les bêtes. Nous pouvons partir à la recherche du temps perdu pour en faire le temps retrouvé. » Voilà, c'est très pompeux, c'est comme cela que j'écrivais à cet âge-là, mais il me semble que j'étais déjà, j'allais dire, très attirée par les phénomènes de mémoire. Alors, je doute que cette demoiselle nous ait conseillé de lire La recherche en entier, dont elle devait penser que c'était vraiment trop sulfureux pour le conseiller à tout point de vue à des adolescentes d'une école chrétienne. Donc, l'eût-elle fait? Où aurais-je trouvé la recherche? Là, on est dans une autre question qui est plus sociale, dans la mesure où je ne vivais pas dans un monde où les livres étaient fréquents, étaient répandus, où il n'y avait pas de bibliothèque, et en plus dans cette école religieuse, donc il y avait évidemment une grande méfiance pour toute lecture qui n'était pas encadrée, dirigée, expurgée, enfin, etc. Donc, pendant des années, jusqu'à 20 ans, je ne connaîtrai Proust que par des citations glanées çà et là, surtout dans un manuel d'histoire de la littérature, ce qui n'était pas le Lagarde et Michard, mais Crouzet, un certain monsieur Crouzet, et des phrases vers lesquelles j'ai été attirée immédiatement, qui ne sont jamais sorties de ma mémoire. Ce sont ce que Marielle Massé appelle des phrases pour soi, c'est-à-dire des phrases que vraiment on s'intègre et dont la vérité n'est pas encore éprouvée à cet âge-là d'ailleurs, mais dont on pressent qu'elle le sera un jour. Il y avait notamment celle-ci qui figurait en exergue à un roman, alors là c'est pas du tout dans Crouzet, mais dans un roman d'une romancière qui s'appelait Luce Ami et qui avait intitulé son roman « Les voies souterraines ». Et elle avait mis en exergue donc cette fameuse phrase que j'aime encore dire, et vous la connaissez certainement, « Les chagrins sont des serviteurs obscurs, détestés, contre lesquels on lutte, sous l'empire de qui on tombe de plus en plus, des serviteurs atroces, impossibles à remplacer, et qui par des voies souterraines nous mènent à la vérité et à la mort.
Heureux sont ceux qui ont rencontré la première avant la seconde et pour qui, si proches qu'elles doivent être l'une de l'autre, l'heure de la vérité a sonné avant l'heure de la mort. Du roman de Lussamy, j'ai tout oublié naturellement, mais de cette phrase de Proust, elle me suivra, je crois, jusqu'à ma propre mort. Tomber plus tard inopinément sur ces phrases cousues au reste du texte de la recherche sera toujours une expérience étrange, comme si elles avaient réintégré leur lieu d'origine, mais qu'en réalité, elles vivaient ailleurs, qu'elles étaient sorties de la recherche, qu'elles vivaient seules dans le monde, le mien sans doute, mais plus encore, plus loin. Si j'accepte Un amour de Swann et Jean Santeuil, j'ai accompli littéralement l'exploit de ne rien lire de Proust durant mes études de lettres. Alors, peut-être était-il too much, comme on dit, c'est-à-dire une œuvre qui faisait peur, je ne sais pas, ou alors, comme ces études ont été faites au début des années 60, est-ce que Proust n'était pas encore, justement, n'avait pas encore obtenu cette reconnaissance qu'il connaîtra par la suite. Donc, ma première lecture date effectivement après mes études de lettres, et j'avais 25 ans, et je ferai une lecture totale, mais tout à fait impressionniste, de la recherche. C'est-à-dire qui n'était pas du tout soucieuse de la structure d'ensemble, mais qui me restait dans la mémoire sous forme de scènes. Il y avait tout un côté pointilliste, effectivement, de mon approche de la recherche. Mais c'était aussi, et je crois que là c'est quand même très important si on aime Proust, c'est que c'est une lecture de soi que j'ai vraiment faite, conformément d'ailleurs au vœu du narrateur, n'est-ce pas, que chaque lecteur est lecteur de soi-même, et que la tâche d'un écrivain, justement, c'est celle d'un traducteur de ce qu'éprouvent les lecteurs. Et comme beaucoup, je crois, de gens, j'ai trouvé dans la recherche du temps perdu deux choses, la lucidité et la consolation, au point de me demander, quelquefois, comment peut-on vivre lorsqu'on n'a pas lu Proust ? Et oui, car je crois que c'est la première chose, c'est qu'un écrivain vous aide à vivre, c'est ce que je pense. Et il m'est arrivé d'écrire effectivement dans mon journal intime, qui n'est pas publié, mais dans la partie qui n'est pas publiée, « Plus proustienne que moi, tu meurs ». Et ça voulait dire tout simplement que ça concernait ma façon d'éprouver des sentiments, des passions, relativement à l'analyse qu'en a fournie Proust. Proust donc dans ma vie, non dans mon écriture encore, même si plus tard, il faut bien avouer qu'il y a eu des points de tangence entre les deux, entre la vie et la littérature, comme en témoigne la partie publiée de mon journal intime sous le titre « Se perdre », où Proust est souvent cité, avec notamment cette phrase qui est, vous voyez là, cette consolation et cette lucidité sont réunies là où la vie en mure, l'intelligence perce une issue. C'est une véritable maxime. Je relirai en totalité la recherche qu'après être devenue une pratiquante et une croyante de l'écriture. Et c'est alors que dans la reconnaissance sans discussion de la grandeur et de la vérité de l'œuvre de Proust, se sont glissés du malaise, une forme de gêne et même, à certains moments, de révolte. Ces sentiments-là, assez confus, se sont focalisés sur le personnage de Françoise, ou plus exactement
sur la vision que donne Proust de Françoise, ce qu'il dit d'elle. Françoise est devenue comme la pierre d'achoppement de ma lecture de Proust, et que ce sentiment-là se trouve condensé dans un passage que j'écrirai dans le livre qui s'intitule « La place », que je cite. « Il se trouve des gens pour apprécier le pittoresque du patois et du français populaire. Ainsi, Proust relevait avec ravissement les incorrections et les mots anciens de Françoise. Seule l'esthétique lui importe parce que Françoise est sa bonne et non sa mère, que lui-même n'a jamais senti ces tournures lui venir aux lèvres spontanément. » On le comprend à travers Françoise, c'est un rapport à ma propre écriture qui est posé, c'est ma place de narratrice dans ce que j'écris. Et c'est cela qui se trouve interrogé par Françoise. Alors, bon, je vais un petit peu résumer, dire des choses sur le personnage qui peut-être heurteront vous-même, je ne sais pas, mais voilà. Donc Françoise. Françoise, c'est juste un prénom. Elle n'a pas d'histoire, ou très peu, en dehors de l'existence qu'elle mène dans la famille du narrateur, puis auprès du narrateur seul à Paris. On apprend dans le côté de Guermantes qu'elle est une demoiselle de village, entre guillemets, dont les parents ont été obligés de la mettre en condition. Vers la fin de l'œuvre, apparaissent davantage sa fille, on a parlé de son gendre aussi, et des parents, des neveux qu'elle aide. Mais elle est avant tout la servante au grand cœur, la cuisinière hors pair, la domestique bourrée de petits défauts et d'immenses qualités, qui est dévouée à nous, c'est toujours nous, le narrateur et sa famille. Par moments, j'ai l'impression que c'est Félicité, la félicité d'un cœur simple, mais qui serait décrite par un membre de la famille Aubin, à qui Pont-l'Évêque enviait cette perle. Alors, voilà ce que dit par exemple, ce qu'écrit Proust. Pareil à ces plantes qu'un animal auquel elles sont entièrement unies, nourri d'aliments qu'il attrape, mange, Françoise vivait avec nous en symbiose. C'est nous qui, avec notre fortune, notre train de vie, notre situation, devions nous charger d'élaborer les petites satisfactions d'amour-propre dont était formée la part de contentement indispensable à sa vie. Et ce sont des satisfactions, d'ailleurs, qui consistent souvent dans la considération sociale dont jouissent ses maîtres. Une autre citation, elle était de ces domestiques de Combray, dont la valeur de leur maître est que... j'arrive pas à me relire, moi. Elle était de ces domestiques de Combray, dont la valeur de leur qui croient en la valeur de leur maître et que le moins qu'elles peuvent est de leur faire rendre entièrement ce qu'elles jugent qui leur est dû. Proust en fait une figure noble. Il l'ennoblit de plusieurs façons. Elle est la figure même de la paysanne enracinée dans la terre de France, et je pense que ce n'est pas pour rien qu'elle s'appelle Françoise. Je ne sais pas ce que vous pourriez en dire, mais il me semble que son prénom n'a pas été choisi au hasard. Donc, enracinée dans la terre de France, dans l'histoire de France, et en cela, elle rejoint l'aristocratie. Proust insiste souvent sur cette proximité de la noblesse et de la paysannerie qui se manifeste même dans le langage. On retrouve, dit-il, le vieux langage et la vraie prononciation des mots
en causant avec une Madame de Guermantes ou une Françoise. Il y a chez l'une et chez l'autre des vestiges de la langue classique. Le patois de Françoise, c'est bien sûr cet enracinement dans la langue. Et Proust déplorera dans la fin de la recherche que cette langue de Françoise, ce patois, soit corrompu. C'est le terme qu'il emploie, enfin, corrompu par des expressions en vogue, populaires, apprises par sa fille. Ennoblie, elle l'est, qu'il s'agisse de son visage, de sa stature, de sa façon de s'habiller ou de ses travaux, cuisine, couture, par les comparaisons et les métaphores qui la transforment. Ici, elle est Anne de Bretagne. Là, la façon dont elle choisit les morceaux de viande pour faire son bœuf mode est comparée à celle de Michel-Ange, choisissant ses pierres de marbre de Carrare. Pourtant, quel lecteur pourrait dire que chaque apparition de Françoise dans le texte ne suscite pas l'attente de quelques traits de langage ou de comportement qui le fera sourire? Elle n'est certes pas le seul personnage qui soit ainsi, qui provoque cette attente. Bon, on pense à Madame Verdurin, bien entendu, ou d'autres. Mais ce n'est pas la même chose. Le sourire du lecteur provoqué par Françoise n'est pas dévalorisant. Il n'est pas dévalorisant. Il est même, je dirais, affectueux, avec ce que ça peut supposer de hiérarchie, de condescendance. Le lecteur est dans une distance complice aux côtés du narrateur. Proust met subtilement le lecteur de son côté vis-à-vis d'une Françoise qui est d'un monde obéissant, selon lui, à d'autres règles, un monde qui est d'une autre espèce, et un monde séparé radicalement du sien. Et que ce monde-là, ce qui est un fait tout à fait notable dans la recherche, ce monde-là, le narrateur avoue à plusieurs reprises, finalement, qu'il ne le déchiffre pas. Le décryptage habituel des signes, ici, pour Françoise, échoue. Alors, il décrit avec une acuité, justesse, tout le comportement des classes populaires, et plus précisément, d'ailleurs, de la condition domestique, mais comme quelque chose de singulier, c'est-à-dire dans les deux sens, ce qui appartient à Françoise, ou alors bizarre, et même quelquefois implicitement, très implicitement choquant. Ainsi, à Balbec, Françoise s'est liée avec la gouvernante d'étage et les hommes de la cuisine de l'hôtel, et elle refuse, pendant la sieste de ses maîtres, de sonner pour demander un rafraîchissement, parce que cela dérangerait les gens de l'office. Et Proust dit à ce moment-là, certaines idées sociales de Françoise me resteraient toujours impénétrables. Dans un autre passage, la grand-mère du narrateur est au plus mal et Françoise refuse de décommander l'électricien qui devait venir faire une réparation. Et même, qui plus est, elle ne laisse pas partir celui-ci sans parler avec lui sur le carré de la porte, de l'escalier. Évidemment, Proust commente « Il me semblait qu'on eût pu le faire repartir ou le laisser attendre. Mais le protocole de Françoise ne le permettait pas. Elle aurait manqué de délicatesse envers ce brave homme. L'état de ma grand-mère ne comptait plus. » Donc,
il est évident que là, on est du côté de Proust, du narrateur, pour comprendre effectivement que Françoise n'agit pas bien. Mais il constate, Proust constate, le narrateur constate, mais il y a une ironie, bien entendu, mais il ne va pas au-delà, c'est-à-dire que la nécessité de rapport entre égaux par la condition, par la classe sociale, la nécessité d'entretenir ces rapports n'est pas du tout évoquée. Il parlera à un autre endroit de camaraderie ancillaire. Dans d'autres passages encore, Françoise, par exemple, dans La prisonnière, ne dit jamais l'heure exacte. Je n'ai jamais pu comprendre ce qui se passait dans sa tête. Elle restait muette. Elle avait l'air de ne pas m'entendre, ce qui achevait de m'exaspérer. J'aurais voulu entendre une parole de justification, ne fût-ce que pour la battre en brèche, mais rien, un silence indifférent. Il n'y a pas d'explication au-delà, alors qu'il s'agit peut-être d'une résistance de dominée, enfin il a très très bien remarqué cela, mais il ne va pas au-delà. Alors souvent le terme étrange revient plusieurs fois pour qualifier des actes, des propos de Françoise et de la condition des domestiques. Comme les domestiques que nous aimons le plus restent hélas des domestiques et marquent plus nettement les limites que nous voudrions effacer de leur caste au fur et à mesure qu'ils croient le plus pénétrer dans la nôtre, Françoise avait souvent à mon endroit un de ces propos étranges qu'une personne du monde n'aurait pas. On le sait, la recherche montre des mondes et des groupes qui sont séparés, mais la séparation qui existe entre Françoise et le narrateur, entre Françoise et ce nous qui englobe le narrateur et le lecteur, est celui d'espèces différentes. Alors il y a des passages, évidemment, où on peut peut-être comprendre que ait pu s'arrêter mon adhésion à Proust, comme celui que je vais vous lire. On aurait pu parler de pensée à propos de Françoise. Elle ne savait rien, dans ce sens total où ne rien savoir équivaut à ne rien comprendre, sauf les rares vérités que le cœur est capable d'atteindre directement. Le monde des idées n'existait pas pour elle, mais devant la clarté de son regard, devant les lignes délicates de ce nez, de ses lèvres, devant tous ces témoignages absents de tant d'êtres cultivés chez qui ils eussent signifié la distinction suprême, le noble détachement d'un esprit d'élite, on était troublé, comme devant le regard intelligent et bon d'un chien à qui on sait pourtant que sont étrangères toutes les conceptions des hommes, et on pouvait se demander s'il n'y a pas parmi ces autres humbles frères, les paysans, des êtres qui sont comme les hommes supérieurs, des simples d'esprit, ou plutôt qui, condamnés par une injuste destinée à vivre parmi les simples d'esprit, privés de lumière, mais pourtant plus naturellement, plus essentiellement apparentés aux natures d'élite que le sont la plupart des gens instruits, sont comme des membres dispersés de la famille sainte, des parents restés en enfance des plus hautes intelligences et auxquels, comme il apparaît dans la lueur impossible à méconnaître de leurs yeux, où pourtant elle ne s'applique à rien, il n'a manqué pour avoir du talent que du savoir. Donc on voit que c'est un texte qui est complexe, où il n'y a pas une totale, je veux dire, il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler le mépris de classe, etc. Mais il y a cette séparation voilà. Et je sais qu'on peut tout à fait faire pendre Proust avec une série de citations à propos de Françoise, mais tout ce que je veux expliquer, c'est que c'est la place, si vous voulez, c'est en tant que lectrice de Proust, je ne peux pas être dans ce nous du narrateur quand il parle de Françoise.
Dans ces moments de lecture, je suis du côté de Françoise. Je peux même dire que le narrateur me rejette hors du monde qui est le sien, quand, ayant, par exemple, moi, pendant des années, prononcé Guermantes, parce que je ne l'avais jamais lu, je n'avais fait que le lire, pardon, je n'avais pas entendu, quand je lis donc que Françoise prononce New York parce qu'elle l'a lu et m'a lu, mais pas entendu, donc lu dans un journal, eh bien, c'est évident que je suis totalement du côté de Françoise. Et ma rupture est encore plus grande quand il admire les tournures anciennes, les vieilles expressions de Françoise. Par exemple, les lapins ne crient pas autant comme les poulets. Ce sont des tournures que moi j'ai entendues d'ailleurs, et sont délicieuses seulement, uniquement, aux oreilles de l'écrivain ou du linguiste, de celui qui évacue la valeur sociale du langage, celui qui est du côté de la langue légitime depuis toujours. Et il y a encore une dernière phrase qui est à propos du langage de Françoise dans le côté de Guermantes. Comme la vitrine d'un musée régional l'est par ces curieux ouvrages que les paysannes exécutent et passementent encore dans certaines provinces, notre appartement parisien était décoré par les paroles de Françoise, inspirées d'un sentiment traditionnel et local et qui obéissait à des règles très anciennes. Françoise est en quelque sorte l'autre majuscule sociale de la recherche, en même temps d'ailleurs que la classe des domestiques, et elle est celle qui a brisé pour moi l'empathie avec la voie narrative de la recherche. Mais en même temps, je dois dire qu'elle m'a proposé un défi. Comment écrire le monde? Écrire soi, quand on est à la fois du côté du narrateur par la culture, le savoir, et du côté de Françoise par la mémoire, l'habitus, par la parenté même, car je n'oublie pas que la sœur aînée de ma mère a été domestique ou domestique dévouée, femme de compagnie d'une veuve de la bourgeoisie pendant 40 ans. Donc, comment écrire, non pas à la place de Françoise au sens d'écrire pour elle, mais depuis la place de Françoise, ou pas vraiment, mais vraiment d'une place qu'on pourrait dire proche de celle de Françoise. Cette interrogation, donc, qui a été initiée par le malaise que me causait ce personnage, m'a menée, en réalité, vers un dialogue, une confrontation, une discussion avec Proust, qui s'est étendue à des problèmes théoriques d'écriture, à des questions sur les aspects de l'entreprise proustienne, ces aspects dont je me sentais proche. Et c'est dans cette opposition, je crois, à Proust, au travers de Françoise, que, d'une certaine manière, je me suis aussi construite dans mon cheminement d'écriture. Ce que je vais dire pourra apparaître comme une simplification de la recherche, voire comme une forme de méconnaissance, mais je crois qu'il est inévitable qu'il faille, pour écrire, je dirais, remodeler le modèle, selon la manière dont une œuvre vous interpelle, vit en vous, selon l'imaginaire qu'on a de l'œuvre. Et ce qui me fascine dans la recherche et qui m'a fait aller de plus en plus vers Proust, c'est qu'il conçoit la littérature comme une recherche et non pas comme une représentation. Rien n'est donné, ni le temps passé, ni la vérité, surtout pas la vérité,
ni la réalité, ni l'écriture vers laquelle il va. La littérature a ici une finalité de connaissance. Et cette connaissance, elle a pour vecteur essentiel la sensation. On connaît le début de Contre Sainte-Beuve. Chaque jour, j'attache moins de prix à l'intelligence. Mais c'est à une autre phrase que je me suis attachée et qui est devenue pour moi une conviction profonde. Cette phrase, c'est, je crois que c'est dans Le Temps retrouvé, l'impression est pour l'écrivain ce qu'est l'expérimentation pour le savant, avec cette différence que chez le savant, le travail de l'intelligence précède et chez l'écrivain vient après. Plus encore, ou en même temps, c'est aussi que Proust fonde toute son œuvre sur la mémoire de lui-même, du monde qui a été le sien. Mais là, il y a une question cruciale aussi pour moi. N'y a-t-il pas diverses formes de mémoire selon le genre, homme ou femme, selon l'origine sociale et les milieux traversés? Bien évidemment, oui. Et c'est sur la spécificité de ma propre mémoire que je devais compter. Et là, je vais revenir à la dictée ou la lecture de ma vieille demoiselle professeure de 4e. C'est que, en écoutant l'expérience de la réminiscence de boire du thé et de tremper une madeleine, et tout cela, déjà, ne fût-ce que le thé, me montrait qu'il s'agissait d'un autre monde. Et c'est cette vision-là que j'avais lorsque je me rappelais l'expérience de la madeleine, c'est-à-dire que ça se passait dans un monde qui n'était pas comme nous. Voilà, c'est là un autre nous qui apparaissait. Donc, dans ce dialogue avec Proust, c'est à tourner aussi beaucoup. Il me faut revenir encore une fois, d'une autre façon, sur cette fameuse Madeleine, cette Madeleine mythique, cette révélation qui constitue la révélation de ce qu'il va écrire, de la totalité de son œuvre, sur laquelle il déclare faire reposer toute la recherche. Cette Madeleine, qui a été ma porte d'entrée dans la recherche à 14 ans, a pris de plus en plus d'importance à partir de mon projet d'écrire le livre qui deviendra Les Années. C'est d'une et même de plusieurs expériences de mémoire que j'ai tiré, non pas, comme je l'avais espéré, la révélation d'un principe organisateur qui me permettrait d'écrire toute ma vie, comme d'ailleurs je l'ai noté dans Les Années, mais la certitude que non seulement l'histoire de ma vie n'était pas saisissable dans la réminiscence, mais que l'accès à un moi affranchi de l'ordre du temps, c'est la phrase de Proust, que l'accès à une essence intemporelle dans et par la réminiscence n'était pas valable, possible pour moi, qu'il n'y avait pas de continuité du moi. Je parlerai peut-être un peu après. Dans le raccourci entre le passé et le présent qu'opère la réminiscence, c'est la distance entre les deux, passé et présent, que je saisis. Et c'est en même temps l'évanouissement de tout ce qui constitue le déroulé d'une existence dans un temps et une époque donnée. C'est cette incapacité que j'ai ressentie dans mes expériences de mémoire involontaire à rendre présente la réalité de mon histoire.
la totalité de mon histoire, celle que les gens qui ont failli mourir disent avoir revue. J'ai revu toute ma vie en une seconde, dit-on. Expérience que personne, de toute façon, n'a envie d'avoir. Mais cette incapacité, donc, de saisir toute cette vie m'a mené à conclure qu'il n'y a pas de vraie mémoire de soi, d'un soi débarrassé du temps, et que si une vie peut être saisie, elle ne le sera que dans la mémoire qui met l'individu en relation avec le monde et son évolution. Pour aller un peu peut-être plus vite, je dirais que je retrouve mon passé dans les autres, dans leurs gestes, dans leurs paroles. Et ce que je suis devenue, je ne peux le concevoir sans l'évolution du monde autour. Même si l'histoire est présente dans la recherche, on le sait avec l'affaire Dreyfus, bien entendu, la guerre de 14, et si, à juste raison, Proust montre les événements reflétés dans la conscience des personnages, modifiant leurs croyances et leurs comportements, il est tout de même certain que pour Marcel Proust, le temps socio-historique n'est pas du tout la matière des êtres dans la recherche et qu'il est très très loin d'un Gadamer qui écrira dans Vérité et méthode « Ce n'est pas l'histoire qui nous appartient, c'est nous qui lui appartenons ». Ce désir d'écrire entre mémoire et histoire, entre conscience individuelle et collective, je l'ai formulé dans mon journal d'écriture en plusieurs phrases, je crois, qui ont dû faire frémir d'ailleurs les Proustiens, faire quelque chose entre la recherche et du temps perdu et au temps en emporte le vent. Et une autre phrase, y a-t-il un joint entre Proust et au temps en emporte le vent? On ne peut imaginer évidemment plus grand écart. Je ne saurais dire si ce que j'ai fait avec mon livre Les années pourrait être considéré comme ce joint. Ce qu'il y a de certain, c'est que c'est avec Proust et non pas avec la romancière américaine Margaret Mitchell que j'ai dialogué, contre qui j'ai bagarré et à qui finalement j'ai emprunté à la fin des années le livre à écrire comme dans le temps retrouvé, et que j'ai aussi expliqué sur quelle sensation était fondé mon projet. Donc, influence, ou dialogue avec Proust. Je lirai un passage des années qui montre justement ce dialogue, cette sensation sur laquelle j'ai écrit mon livre et comment elle peut être justement déduite de mes propres expériences de mémoire qui ne sont pas celles de Proust, mais qui ont été initiées très lointainement par Proust. Cette forme susceptible de contenir sa vie, elle a renoncé à la déduire de la sensation qu'elle éprouve, les yeux fermés au soleil sur la plage, dans une chambre d'hôtel, de se sentir exister corporellement dans plusieurs formes, d'accéder à un temps palimpseste. Jusqu'ici, cette sensation ne l'a menée nulle part dans l'écriture, ni dans la connaissance de quoi que ce soit. Comme les minutes qui suivent l'orgasme, elle donne envie d'écrire, pas plus, et d'une certaine façon, effaçant les paroles, les images, les objets, les gens, elle préfigure déjà, sinon la mort, du moins l'état où elle sera un jour, s'abîmant comme font les très vieux, dans la contemplation, plus ou moins floue à cause de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, des arbres, de ses fils et de ses petits-enfants, dépouillés de toute culture et de toute histoire, la sienne et celle du monde,
ou alzhémérienne, ne sachant plus quel jour, ni mois, ni saison on est. C'est dans une autre sensation qu'elle a puisé l'intuition de ce que sera la forme de son livre, celle qui la submerge lorsque, à partir d'une image fixe du souvenir, sur un lit d'hôpital avec d'autres enfants opérés des amygdales après la guerre ou dans un bus qui traverse Paris en juillet 68, il lui semble se fondre dans une totalité indistincte dont elle parvient à arracher par un effort de la conscience critique un à un les éléments qui la composent, coutumes, gestes, paroles. Le minuscule moment du passé s'agrandit, débouche sur un horizon à la fois mouvant et d'une tonalité uniforme, celui d'une ou de plusieurs années. Elle retrouve alors dans une satisfaction profonde quasi éblouissante que ne lui donne pas l'image seule du souvenir personnel, une sorte de vaste sensation collective dans laquelle sa conscience, tout son être est pris. De la même façon qu'en voiture sur l'autoroute, seule, elle se sent prise dans la totalité indéfinissable du monde présent, du plus proche au plus lointain. La forme de son livre ne peut surgir que d'une immersion dans les images de sa mémoire pour détailler les signes spécifiques de l'époque, l'année, plus ou moins certaine, dans laquelle elle se situe, les raccorder de proche en proche à d'autres, s'efforcer de réentendre les paroles des gens, les commentaires sur les événements et les objets, prélevés dans la masse des discours flottants, cette rumeur qui apporte sans relâche les formulations incessantes de ce que nous sommes et devons être, penser, croire, craindre, espérer. Ce que ce monde a imprimé en elle et ses contemporains, elle s'en servira pour reconstituer un temps commun, celui qui a glissé d'il y a si longtemps à aujourd'hui, pour, en retrouvant la mémoire de la mémoire collective dans une mémoire individuelle, rendre la dimension vécue de l'histoire. On me pardonnera de m'être citée aussi longuement. C'était à la fois pour montrer en quoi ce que je devais à Proust et en quoi je m'en séparais. En conclusion, je dirais que j'ai plus parlé de moi que de Proust, mais exposer mon propre usage de la recherche, indiquer les voies où celle-ci m'a conduite, c'est évidemment en reconnaître la puissance. C'est de l'intérieur même de la recherche, par le truchement du personnage de Françoise, que je me suis posé mes propres questions d'écriture. C'est Françoise qui me mènera à prendre conscience de ma place dans l'écriture, de ma place de narratrice, bien sûr, de quelle est ma voix, VOX cette fois, ma singularité. Car, et je laisserai à Proust le dernier mot, qui se trouve à la fin du Temps retrouvé, comme Elstir Chardin, on sait que Elstir c'est le peintre, c'est Monet, entre autres je pense, comme Elstir Chardin, on ne peut refaire ce que l'on aime qu'en le renonçant. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour cette belle itinéraire. J'étais très sensible à ces différents moments, au fond, depuis la singerie proustienne des devoirs de troisième, Oui. à la résistance, à Proust, Oui, cette étape de la résistance, et puis, une sorte de dépassement que vous avez décrit vers la fin, qui est à la fois le renoncement de la dernière phrase et la reprise. Et la reprise. Je vais apporter ce que je trouve des sortes d'archives personnelles montrant comment je pouvais faire des expériences, avoir des expériences de mémoire et en quoi ça me différenciait de Proust. Si j'ai le temps, je peux en lire une, par exemple. Oui. Voilà. Le phénomène de mémoire. Ce que je recherche dans la remémoration, par exemple de la chambre de Leningrad, c'est le même.
mais ce même ne peut m'être donné qu'en retrouvant l'incertitude précédant ce moment, c'est-à-dire la possibilité qu'il ait lieu, entre parenthèses, que S me prenant dans ses bras, et le passage de l'incertain, de l'irréel au réel. Retrouver la surprise et le bonheur ensemble, non le bonheur seul. C'est une entreprise très difficile que j'ai réussi une ou deux fois en reprenant l'enchaînement des faits un peu antérieurement et naturellement supprimer ce qui a été l'avenir de ce moment, obtenir fictivement l'oubli, l'occultation de l'avenir, ne pas savoir ce qui est arrivé après qu'il m'a prise par la main. Effort terrible, repassage de la scène jusqu'au moment de l'éclair fugitif où je crois revivre dans sa vérité, barrée, réalité, ce moment-là. Donc, vous voyez, ces recherches, donc la mémoire est ce qui me fait, évidemment, c'est ce qui me fait écrire, bien sûr. Donc, aller vers Proust, c'est normal, même si Françoise, n'est-ce pas, m'agace, mais, enfin, c'est pas ce qui m'agace, c'est le narrateur qui m'agace, mais c'est autre chose, vous voyez. Et une autre aussi, qui apparaît d'ailleurs, qui est au fondement de l'écriture des années, c'est ce que j'appelle les distances de la mémoire. De quoi me souvenais-je en 1962 quand je suis retournée à S avant de partir en Espagne? 4 ans s'étaient écoulés. En 1948, quelles étaient les images de L, Lillebonne, de la guerre? Au moment où j'écris, je suis comme sur un promontoire et je vois une étendue d'années, des images de moi. Je ne peux pas savoir comment, au fond du paysage, la petite fille de 8 ans regardait les quelques années, mais si immenses, qui la séparaient de la libération. À chaque position du moi, dans cette étendue du temps, il y a eu une mémoire. Comme il y a eu une représentation du monde, des croyances, des mots, un stock de mots, il m'est aussi difficile, peut-être plus, de me rappeler chacune de ces mémoires. Il n'y a pas de mémoire de la mémoire, ou très peu. Je me rappelais constamment un tel en 58-59 à Rouen. Je me rappelais Rome quand j'étais à Annecy en 1966, mais je ne sais plus comment, sous quelles images m'étaient données S et Rome. Je ne sais déjà plus comment, il y a 2 ans, je me rappelais les moments de ma liaison avec P. Ce que j'appelle donc aussi, ce sont les distances de la mémoire, et bon, un autre passage donc, sur les espacements, qui ne sont pas les intermittences du cœur, mais qui sont autre chose. Mais quand je vous disais de se construire par rapport à quelqu'un, à un écrivain, c'est ça aussi. Mais en même temps, c'est très profond parce que c'est sûr que voilà, je ne peux pas, et notamment cette découverte, il est évident que ce sont les autres qui, la plupart du temps, me redonnent la vérité du passé, et notamment dans la sensation des expériences, comme de voir un homme ivre à la gare Saint-Lazare en 1977. Eh bien, c'est immédiatement, en traversant, voilà, de voir immédiatement de savoir que d'un seul coup, c'est toute votre enfance que vous revoyez. De voir une boulangerie dans les années 80, une mère qui gifle sa fille avec violence, et immédiatement, c'est aussi, je veux dire, et se dire que si je n'étais pas entrée dans cette boulangerie, si je n'avais pas été à la gare Saint-Lazare, voilà, il y a c'est le monde extérieur, c'est le contact avec le monde extérieur. Et c'est là-dessus que je construis ce que j'écris aussi. Bon, j'étais un peu longue là. Mais non, pas du tout. Non, j'aime bien cette idée de longue bagarre avec Proust. Ça me faisait un petit peu penser au livre de Harold Bloom, L'angoisse de l'influence. Ah oui. Ça ne me procure pas du tout d'angoisse, moi. Je veux dire. C'est pas une angoisse.
C'est pas une angoisse. Vous avez parlé de malaise. Alors le malaise, c'est parlé vis-à-vis de malaise. Françoise. Hein. Comment ? C'est vis-à-vis du personnage de Françoise. Oui, mais peut-on le limiter au personnage de Françoise ? Oui, oui, il appartient à un monde, effectivement. Et d'ailleurs, si moi je vous ai entendu là parler de comment vous avez lu Combray, quoi, la première fois à 17 ans, etc. Moi, je sais qu'à 25 ans, en lisant toute la recherche, j'ai quand même trouvé ça assez étrange comme monde. D'abord, c'est un monde où toutes les femmes, enfin les femmes, sauf la mère et la grand-mère, et certaines femmes, mais enfin la plupart des femmes, elles vont dans des maisons de passe, et tous les hommes, enfin je veux dire, il y avait une vision du monde sexuel qui me paraissait tout de même assez étrange. Alors j'ai oublié maintenant, enfin, bien sûr on efface ça, on admet, et voilà, donc il y a ça. Les questions que vous posiez sur la judéité, je ne me les suis pas posées, j'ai vu simplement le contexte catholique énorme de Combray, bien entendu, les aubépines, le reposoir, moi aussi, hein, j'ai vu des reposoirs dans mon enfance. Donc tout ce contexte catholique qui est présent, cela, mais effectivement, je n'avais pas vu, pas plus que vous, la judéité de Swann. Et c'est très difficile de reconstituer une lecture. Justement, c'est ça. Mais c'est vraiment ce dont on a envie. Oui. Parce que quand vous décrivez votre résistance à Françoise, le malaise et la révolte, vous les rattachez à cette première lecture, déjà. Je rattache... ma première lecture est que Proust... Proust parle d'un monde qui... il cherche des lois, des vérités générales et tout ça, bien entendu, on est d'accord, mais c'est un monde qui est vraiment étranger. Et puis, Françoise, c'était très difficile, justement, le patois et c'est ce rapport à la langue. Ce rapport à la langue. Oui. Le rapport à la langue qu'il ne voit pas sa dimension d'aliénation. Oui. Alors, c'est le pittoresque. Oui, c'est le pittoresque, c'est exactement. Et bon, c'est d'une façon assez logique dans sa vision de la noblesse et la paysannerie qui sont effectivement. Ils sont liés, absolument. C'est le château et le village. Hein, et ce désir d'enracinement de Proust, hein, également. Mais c'est vraiment au travers de la langue. Alors là, bien entendu, les citations que j'ai là, elles sont récentes. J'ai voulu appuyer sur le texte, bien sûr. Un sentiment qui est oui, ancien. Oui, parce que en fait, j'ai donné le titre de ma communication. Que j'ai oublié de spontanément, rappeler. C'est-à-dire Proust, Françoise et moi. Oui. Françoise et moi, mais même quand vous m'avez proposé, je me suis dit, le titre, qu'est-ce que je vais faire ? Et hop, tout de suite. C'était le sujet. C'était le sujet. Et ensuite, il fallait bien entendu étayer cela. Mais la citation que j'ai faite ma résistance à Proust, elle est extrême avec mon livre La Place. C'est là-dedans qu'il y a vraiment... il y a à la fin également que même on ne voit pas que c'est une allusion à Proust dans la fin, mais je dis j'arrive à la fin, je regarde l'Oise, le beau... j'évoque des sensations et je dis mais ces sensations-là ne me ramènent qu'à moi-même et ne me donnent rien sur le monde dont je suis issue. Je ne peux pas me citer, j'ai oublié moi aussi mon texte en même temps, mais effectivement, c'est contre Proust dans La Place. C'est maximal à ce moment-là. Oui. C'est maximal. Et alors, une autre question que je me posais en vous écoutant, et c'est cette œuvre-là qui vous a donné ce sentiment à la fois de résistance et de proximité. C'est la seule. Oui, je pense que oui. Dans laquelle vous avez eu ce sentiment de malaise, de révolte, comme vous l'avez dit, avec des expériences très fortes et de... Oui. Très certainement. Enfin, je n'ai pas... je pense que oui. Et, parce que, par exemple, allant dans les années 80 en Égypte, invité et à l'université, mais voyant me poser la question
est-ce que Proust pourrait exister, enfin, est-il lisible en Égypte, quoi? Je veux dire, il y a toujours des questions. Est-ce que, voilà, et toujours cette question, comment faire au fond? Est-ce qu'on peut écrire la recherche dans un autre milieu social, hein? Voilà, c'est à peu près ça, comme ça, que je me posais les questions dans les années 80. Et c'est donc effectivement par la résistance, et en même temps de savoir effectivement que toutes les phrases de Proust dont je me souvenais concernent plus souvent la mémoire aussi. Donc il est vrai que la mémoire, je voudrais ôter un doute, je n'ai pas eu des expériences de mémoire pour me confronter à Proust, c'est parce que voilà, c'est une forme aussi d'être... enfin, que la mémoire compte pour moi. Donc Vous n'avez rien dit de la cruauté de Françoise. Oui, ensuite, oui, la cruauté, bien sûr, elle a une cruauté vis-à-vis de la charité de Giotto, voilà. Oui, bien sûr. Si, un peu, vous l'avez un peu évoqué avec la cruauté à l'égard de la grand-mère. Oui. L'insensibilité. L'insensibilité, mais oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est ce que... Je pense que c'est là-dessus, enfin c'est une projection de Proust, ça, du narrateur. De la méchanceté. Oui, bien sûr, c'est une cruauté cette cruauté qu'il manifeste lui-même dans d'autres occasions. À l'égard de sa grand-mère. Ah oui, absolument. Donc voilà, donc il la repère bien aussi. Donc effectivement, oui. Donc, non, et c'est un personnage, mais là où vraiment, alors là, je demanderais à être démenti, c'est le nombre de fois où, justement, il manifeste son incompréhension du code de François, ce qu'il appelle son code ou son protocole, ce qu'il appelle la délicatesse. Alors, c'est très bien tout cela, mais ce n'est pas un décryptage comme il a l'habitude de le faire pour d'autres personnages. Oui. Elle est vraiment, enfin bon, tout ce qui est dit, je me suis dit, cessons d'accabler Proust, mais il y avait une citation qui était quand même là, qui fait sauter, enfin, je veux dire, enfin moi, mais je sais plus, je l'ai passé en me disant c'est un petit peu long, mais je crois que voilà. C'est toujours ce nous, bien sûr, voilà, c'est le nous. Mais c'est très très important, ce pronom. J'ai beaucoup insisté sur le nous dans un des premiers cours, du côté de chez nous. Quoi. Et oui, c'est ça. Voilà, voilà. Nous, le nous, c'est toujours une société, en fait. C'est toujours une société. Alors, nous ne nous mettons pas assez dans le cœur de ces pauvres femmes de chambre qui ne peuvent pas nous voir pleurer, comme si pleurer nous faisait mal, ou peut-être leur faisait mal. Nous n'aimons pas les grandes phrases, les attestations. Nous avons tort. Nous fermons ainsi notre cœur au pathétique des campagnes. Bon, je ne vous lis pas la suite. Il finit, parce que c'est très long, et il finit « Depuis lors, malgré tout le mal qu'elle put faire à Albertine, j'aimais Françoise d'une affection intermittente, il est vrai, mais du genre le plus fort, celui qui a pour base la pitié. » Sodome et Gomorrhe, page 777 de la Pléiade. Bon, on va... Merci beaucoup.